Bonsoir à tous et à toutes. Merci de de nous suivre ce soir. Excusez-moi pour un live qui va être trépidant et exceptionnel parce que je reçois un pilote qui a participé aux dernières 24 heures du Mans, un pilote atypique. Donc je vais recevoir ce soir Nigel Bailly, pilote SRT 41. Bonsoir Nigel. Bonsoir Alban, Comment vas-tu? très bien, merci et toi-même. Bah écoute, impeccable, hein. Une petite soirée avec toi pour te connaître un peu plus et faire connaître aux auditeurs, ça peut être sympathique. Mais Donc écoute, voilà. avec grand plaisir. Alors Nigel, petite question qu'on fait en introduction. Comment t'es venu cette passion pour le sport auto? Bon, avant, t'as fait du motocross, on va dire le sport mécanique. Exact, effectivement. Et puis malheureusement, à l'âge de 14 ans, j'ai été victime d'un accident de motocross qui me laissa au final paraplégique. Et donc forcément, le sport moteur deux roues était un petit peu compliqué pour moi. Donc je me suis dirigé vers le sport auto qui forcément est un sport quatre roues. Donc c'était quelque peu plus évident pour ma situation. Et donc j'ai commencé par le karting. Le karting, donc on le rappelle, tu es belge, donc sur Spa, karting Spa, Genk, Mariembourg. Non, c'était un karting de la région de Liège qui s'appelait le karting Cobra d'Amé. Donc, c'est un karting d'une piste de karting qui faisait 550 mètres à l'époque. Donc, c'était assez familial. Donc, forcément, c'était beaucoup plus évident pour moi de débuter de cette façon-là, quoi. Alors tu avais un kart à toi ou il t'avait aménagé le karting? J'avais un kart qui m'était propre, en effet. Donc, j'avais mon propre kart. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Bon, je l'utilise plus des masses. Enfin, je l'utilise plus du tout, d'ailleurs, même, il faut l'avouer. Et puis, ouais, il était adapté à mon handicap. Il y avait l'accélérateur, le frein qui se retrouvait derrière le volant. Alors, quelle sensation tu as eu en passant du deux roues, malheureusement, tu as eu ton accident, en repassant sur un quatre roues, mais sans avoir les sensations d'accélération, freinage, et se fait tout à la main. Je dirais que ça s'est fait de manière assez intuitive, d'autant plus que les trajectoires qu'on pouvait emprunter en motocross étaient plus ou moins les mêmes finalement que le karting, puisqu'il fallait toujours avoir des trajectoires les plus fluides possibles. Donc, pour moi, ça n'a pas été véritablement un problème de m'adapter à un kart. Donc, pour moi, c'était assez évident. De bonnes sensations directes, tu t'es dit là, ça y est, je revis, Ouais, c'est ça, surtout que c'était quelques mois après mon accident seulement. Donc, j'étais encore en revalidation que je montais dans le baquet d'un kart. Donc, c'était vraiment chouette. C'était des chouettes sensations à l'époque. Et puis, forcément, j'ai grandi. Et après, le poids, j'ai grandi, la taille, les études aussi. Et puis, voilà. Après, on n'a plus trop le temps de s'affairer à ces choses-là. Et alors, comment tu es arrivé à reprendre la compétition sur quatre roues? Alors, ça s'est fait très tardivement parce que j'avais toujours en moi cette envie et ce plus grand rêve était de faire du sport automobile. Sauf que bon, malgré tout, j'ai fait deux bacheliers, donc l'école, les études m'ont assez empêché puisque j'ai commencé le sport auto à l'âge de 27 ans. Donc, quand même, 13 ans après mon accident. J'ai pas trouvé de travail après mes deux bacs. Enfin, après mes deux bacheliers, donc ça équivaut à des licences pour vous en France. Et donc, de ce fait-là, je me suis dit, je vais me lancer dans la quête de mon plus grand rêve, c'était de faire du sport automobile. À bas niveau, un niveau amateur dans un premier temps. Et puis, de fil en aiguille, les choses ont un peu évolué. Donc, on a vu que c'était en 2017 où tu es revenu dans le bain de la compétition. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, j'avais fait quelques années de karting au préalable, hein, de l'âge de mes 15 à 18 ans environ. Et puis, j'ai mis ça de côté. Et ensuite, après mes études, je me suis dit, voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Il faut concrétiser son plus grand rêve. Voilà, il faut vivre ses rêves. Et j'ai lancé les choses à l'époque. Ça n'a pas été trop difficile de se confronter à ce monde avec ton handicap pour le sport auto. Au début, tu as aménagé ton karting, mais ensuite, il fallait aménager la voiture. Ça n'a pas été trop dur. Non, parce que dans un premier temps, la voiture ne m'appartenait pas à l'époque. Donc, c'était une voiture que je louais les prestations d'un team. Et sur base de cela, eux avaient fait les démarches pour adapter le véhicule. Donc, ils ont vraiment adapté le véhicule parfaitement. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de faire mes premières courses et d'y prendre forcément goût.
puisque c'était mes premiers tours de roue en compétition. J'avais fait quelques track days avec ma voiture personnelle avant tout cela, et bon, forcément, c'est comme ça que les choses ont commencé. Donc, quelques années en arrière, mais c'est que du positif, que du bonheur pour moi. Oh, on a une question de Mathieu, justement. Est-ce que Mathieu, tu es là? Ah. Willy, est-ce qu'on a Mathieu? Non, il nous a pas rejoint encore. Il t'a pas rejoint. Bonsoir. D'accord. Bon, il viendra la reposer parce que c'est une question qui lui tenait. Donc, tu as commencé en endurance par le Belgian Gentleman Drivers Club, c'est ça? Exactement, le BGDC, donc c'est le championnat d'endurance belge qui s'apparente, je dirais, qui est accessible pour des gentlemen et voilà, des amateurs. On y retrouve tout type de véhicules, hein, que ce soit des Silhouettes, des Porsche GT3 Cup, des Clio Cup, des Civic. Vraiment, c'est une catégorie open. Et puis, de fil en aiguille, la sauce a pris et je me suis retrouvé un peu plus haut dans des championnats un peu plus performants jusqu'à cette année où on a fait Le Mans. Oui, tout à fait. Et donc, ta première course, tu t'en souviens Ah ouais, je m'en souviens parfaitement bien, ouais, effectivement. C'était le 15 avril 2017 à Spa-Francorchamps. C'était une course de 6h40, c'était le Spa 400. Donc c'est un championnat qui est mis en place et géré par Rafael van der Straten, qui possède l'écurie VDS Racing Adventures, qui a évolué longuement en 24 heures Series et maintenant roule en Ultimate Cup Series avec les Mustangs australiennes. Et donc, ouais, c'était les SPA 400, c'était les toutes premières éditions du SPA 400. Et ouais, on termine avec mon coéquipier, ah ben voilà, la Clio est là, effectivement, la Clio Cup. Voilà. Effectivement, la Clio 3. Et donc, au final, on termine 14e au général sur 60 participants et 2e de classe. Donc, pour une toute première course, voilà, c'était le bonheur, c'était une superbe réussite. Donc, jamais j'aurais pu imaginer que, même dès la première course, qu'on aurait pu faire un résultat tel qu'il en était à l'époque. Donc, ensuite, tu as décidé d'embrayer sur 2018 sur un challenge un peu plus type endurance avec ce qu'on appelle le SRT 41 à l'époque avec Fred Sausset. Comment s'est fait cette rencontre avec Fred? Alors, c'est assez fou, l'histoire est folle, je dirais, parce que j'avais suivi le périple de Frédéric à l'époque. Et lorsque j'ai entendu que Frédéric voulait lancer une filière pour les personnes en situation de handicap et donc les amener jusqu'au Mans, quelques années après le début de cette aventure, je m'étais dit, j'ai rien à perdre, je ne sais jamais ce qui peut arriver dans la vie. Voilà, je me suis inscrit aux sélections. Et un beau jour, donc le 13 septembre 2017, on se rend au Mans. Évidemment, là, on rencontre Christophe Tinceau, Jean-Bernard Bouvet, qui sont forcément des monuments du sport automobile français. Et là, voilà, on est un peu intimidé malgré tout. Et moi, j'y allais vraiment sans conviction aucune. Je me suis dit, je m'étais dit au départ, je vais passer une bonne journée au Mans, je vais voir le musée. Ça ne m'était jamais traversé l'idée de pouvoir fouler la piste. Et c'est chose faite. On passe une excellente journée dans des conditions, je dirais, typiquement belges, parce que c'était la drache nationale pendant toute la journée. Et au final, ça s'est super bien passé. Et un beau jour du mois de janvier, je reçois un appel me disant que je suis repris parmi les 3 pilotes pour l'aventure des 24 heures du Mans, avec 2 saisons en LMP3 dans un premier temps, une saison en LMP2 et puis Le Mans. Voilà, donc c'était que du bonheur, que de la joie. Et puis, voilà, les choses étaient un peu plus sérieuses au final. Ouais. Alors, du coup, tu as passé cette journée au Mans. C'était quoi? C'était entretien d'embauche, entretien de motivation. Tu as fait quelques tests aussi au niveau conduite, non?
Alors oui, le but était, on était évalué sur plusieurs postes. Le premier était de pouvoir appliquer tout au long de cette journée-là, durant les séances de roulage, les conseils qui nous étaient donnés par Christophe Tinceau et Jean-Bernard Bouvet. Et sur base de ça, eh bien, on était évalué sur la pratique et notre faculté à mettre les choses en place. Donc voilà, au départ, ils avaient dit que les chronos n'allaient pas être, je dirais, pris en considération, mais ils l'ont quand même fait. Donc voilà, c'est comme ça. Je dois avouer que je n'étais pas le plus rapide, hein, j'étais pas le meilleur, mais ils ont jugé que j'étais suffisamment apte pour rejoindre la filière. Et donc, grande surprise pour moi et de pouvoir rouler notamment dans un premier temps avec un proto LMP3. J'avais jamais fait de proto auparavant. J'avais, pour ainsi dire, réalisé trois courses avec une Clio Cup, une course avec une Seat Leon Super Copa. Et puis, ben, on nous lance dans le grand bain au mois de mai en V2V à l'époque, en LMP3. Donc, voilà, le pari était osé. Et quand tu dis vous étiez beaucoup à faire cette sélection? Si je ne m'abuse, il y avait eu plusieurs sélections qui étaient lancées. Il y avait plusieurs journées qui étaient mises en place. Moi, j'ai participé à la première. Il y avait également Snoussi Ben Moussa qui était repris lors de cette première sélection. Je crois qu'il y en avait une quinzaine, plus ou moins, qui allaient être testées au final. Et puis, ben, il y a Takuma Aoki, le célèbre Takuma Aoki, japonais, pilote japonais. Voilà. Moto 500, parce qu'à l'époque, la moto GP Voilà, n'était pas encore. 500. D'ailleurs, C'est ça. je t'interromps rapidement, Nagel, mais il y a du coup Snoussi qui est sur le chat. Donc on le salue évidemment. Ah bah, salut Snoop. Ouais, non. Et donc voilà, on était les deux personnes qui étaient reprises à l'époque lors de cette première sélection. Et puis, voilà, on a commencé notre petit bonhomme de chemin ensemble jusqu'à l'année passée. Très bien. Alors, du coup, maintenant, on a récupéré Mathieu. Est-ce que tu es là, Mathieu? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, Mathieu. Donc, on t'écoute pour la question à Nigel. Donc, Ouais, bonsoir Nigel, enchanté de te connaître. Salut Mathieu. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir comment un pilote travaillait pour trouver et chercher des sponsors. La dure loi de la recherche des partenaires. C'est pas simple. Alors, je dirais que aujourd'hui, le sport automobile rime beaucoup avec budget. Il faut avoir pas mal de partenaires pour pouvoir rouler à haut niveau. C'est un réseau, c'est un carnet d'adresses, ce sont des rencontres, parfois fortuites. Hein, en général, les rencontres fortuites, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et puis, faut toujours avoir un programme sexy, parce que j'ai toujours dit qu'il était plus évident de trouver des partenaires pour rouler à haut niveau, pour faire Le Mans, par exemple, que de trouver des budgets pour rouler en catégorie inférieure, parce que ça fait moins rêver les personnes, ça fait moins rêver les gens. Quand on parle du Mans, mais forcément, il y a toute une communauté derrière Le Mans, il y a tout un ensemble de personnes, il y a des sociétés qui, qui aiment Le Mans, il y a des sociétés qui veulent avoir leur image au Mans, etc. Donc forcément, ça crée une espèce de communauté positive autour d'un projet. Et donc, c'est un peu plus évident pour trouver des partenaires. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, il faut travailler. Hein. C'est du travail avant tout. Hein. C'est forcément, il faut se lever le matin en fixant son objectif et en faisant tout pour pouvoir arriver à cet objectif. Parce que voilà, aujourd'hui, on est dans une période assez compliquée pour beaucoup de personnes et il faut redoubler d'efforts de toute façon. Et donc, forcément, il faut continuer à chercher des partenaires, il faut continuer à séduire les personnes, il faut vendre des programmes sexy et c'est comme ça qu'on peut y parvenir. en plus de ton handicap, de votre handicap pour l'écurie. Ouais, alors bon, il y a beaucoup de gens qui diront le fait d'être en chaise, le fait d'être à mobilité réduite, ça attire la sympathie, ça attire beaucoup de choses, mais ça a double tranchant parce que malgré tout, si on fait une erreur, on va être pointé du doigt parce qu'on a mobilité réduite. Par contre, si on fait les choses correctement,
ce sera un succès. Donc, on a attendu au tournant dans le positif, que ce soit du côté positif ou négatif de la chose, de toute façon. Donc, oui, il y a des personnes qui pensent que finalement, être à mobilité réduite, ça aide à trouver des partenaires. Mais, encore une fois, c'est à double tranchant. Exact. J'ai une question, Nigel. Quelles sont les contraintes humaines ou techniques qu'une personne à mobilité réduite peut se retrouver confrontée à l'heure actuelle au sport auto? Parce que là, on a parlé du budget, mais après, il faut aussi adapter la voiture et c'est d'autres contraintes. Tout à fait, tout à fait. Alors, bon, les contraintes techniques, elles sont multiples. Évidemment, ça dépend avec le style de voiture que nous roulons. Par exemple, pour le prototype LMP2 que nous avions, ça a été une recherche, ça a été un véritable laboratoire. Un véritable laboratoire à ciel ouvert parce que Oreca a dû travailler ferme sur l'adaptation du proto. Ça n'a pas été une mince affaire, ça a été un travail d'orfèvre. Et donc, il y a eu énormément de développement qui a été énormément de développement fourni derrière afin de nous permettre de faire le Mans, afin de pouvoir rouler tout simplement avec cette voiture-là. L'accélérateur, le frein, l'embrayage, plein de choses. Après, d'un côté humain, il faut savoir que nous avons que nos deux mains. Les pieds et les jambes, on ne les utilise pas dans la voiture. Je dirais que parfois, ça reste une contrainte d'avoir ces jambes qui bougent dans la voiture, d'avoir des jambes qui sont un peu réticentes lors des transferts. Lorsqu'on s'insère dans la voiture, on s'en extrait. Donc, ça reste ça reste des poids morts. Après, il y a toute la partie physique que nous devons développer au niveau du haut du corps. Donc, le renforcement musculaire, l'endurance, le cardio. Donc, voilà, moi, quand je m'entraînais avec mon staff médical sportif, on adaptait mes exercices selon les contraintes qui étaient générées par la voiture donc durant des courses ou essais. Et donc, forcément, on palliait à certains problèmes physiques. Maintenant, il est clair qu'on n'aura jamais les mêmes sensations qu'un pilote valide à bord d'une voiture de course, parce que forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas gommer. Il restera toujours un handicap. Maintenant, on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut et on est compétiteur ou on ne l'est pas de toute façon. Sachant que votre frein, j'ai vu une vidéo que j'avais partagée sur le groupe, vous avez un frein à main pour freiner. Effectivement. Donc, pour donner une idée, un pilote dit valide va exercer 85 voire 90 bars, 90 bars en Belgique. Ouais. Et ensuite, tout à fait. Au pied pour freiner, pour bien stopper le véhicule. Donc, nous, on n'arrive pas à ce stade-là. On arrive à mettre 65, 66, voire 67 bars de pression à la force du bras. Bon, voilà, on le sait. Ce qui nous empêche, par exemple, de freiner, je dirais, au bout de la ligne droite des Hunaudières, la première partie, où les autres pilotes freinent à 100 mètres, 90, 100 mètres. Nous, on va devoir freiner à 125, 130 mètres parce qu'on n'a pas la même attaque, on n'a pas la même puissance de freinage. Donc, forcément, il y a un gap à ce niveau-là. Et ça, les gens ne le savent pas spécialement. Mais ça équivaut à mettre une pression de 65 kg à chaque freinage pour nous, pour notre handicap. Quand on fait des relais d'1h20, quand on fait un double, voire un triple relais au Mans, quand on reste 2 heures dans la voiture, je peux vous dire que ça commence à tirer. Donc, mais voilà, on s'est entraîné pour, on a fait le nécessaire pour que notre corps l'accepte. Et ça s'est super bien passé. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura toujours un delta entre les pilotes valides et les personnes en situation de handicap, ça c'est certain. À moins d'avoir des assistances au freinage qui nous permettraient éventuellement d'aller plus loin dans cette force de freinage qui nous empêche finalement de nous rapprocher d'un pilote valide. Mais en tout cas, pour le programme avec la LMP2, ce n'était pas d'actualité. Et tant mieux. Parce que ça nous permet évidemment d'aller plus loin dans notre pilotage et de comprendre beaucoup mieux la voiture. Donc sur les protos, on va dire que c'est à 80% bien adapté. Mais si j'ai compris la fin de ta phrase, dans une voiture de tourisme, un GT, c'est encore mieux s'adapter.
Non, c'est pas que ce sera mieux adapté. Je Plus dirais que ergonomique? oui, je dirais que on peut pas comparer une GT et un proto. Euh, Oreca a fait véritablement un travail que peu de personnes auraient pu faire, en tout cas. C'est juste la physique. C'est juste la physique voilà, c'est juste la physique qui nous empêche au final aujourd'hui d'aller plus loin. Parce que on n'a pas, comme je vous dis, on n'a pas la même puissance avec un bras qu'avec une jambe. Et voilà, c'est comme ça, on le sait. Maintenant, pour avoir roulé avec, ici, il n'y a pas très très longtemps, avec une GT3 Cup Mante Racing, on avait un ABS, mais voilà, il fallait également taper dans les freins et ça revenait au même. La seule différence, c'est le comportement de la voiture qui est tout à fait différent. Et du coup, tu as pris plus de plaisir dans laquelle? J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette GT, avec cette Porsche, parce que tout simplement pour la simple et bonne raison que on ressent un petit peu plus la voiture. Dans le comportement de la voiture, on le ressent davantage que sur un proto. Forcément, c'est beaucoup plus dur, enfin, c'est soudé à la route, donc forcément, lorsque ça décroche, c'est déjà un petit peu trop tard pour nous. Et en tout cas pour un pilote à mobilité réduite, puisque on n'a pas la même sensibilité qu'un pilote valide. Un pilote valide va ressentir les mouvements de caisse dans les jambes et dans les fesses, dans le bassin. Nous, c'est différent. Donc, une voiture qui nous permet, entre guillemets, un petit peu plus, une marge d'erreur complémentaire, bien, ça nous permet de nous sentir un peu plus à l'aise. Après, il est clair qu'avec la LMP2, on a pris énormément de plaisir aussi. C'est grisant, c'est juste ahurissant ce genre de voiture. On aurait, je pense, aimé avoir un peu plus de roulage, et ça coûte tellement d'argent qu'on ne pouvait pas nous se le permettre. Mais autrement, voilà, l'objectif était de faire Le Mans, l'objectif était de terminer Le Mans, et c'était le maître mot, on l'a fait, c'est ça le plus important. Eh oui. Ah, tu parles des 24 heures, tu me fais une belle transition. On a une question d'Emmanuel Guéné qui nous demande: est-ce que Nigel envisage-t-il d'autres courses de 24 heures, comme Spa par exemple? Alors, oui, ouais, c'est un projet que l'on a, qu'on essaie de mettre en place, en tout cas pour l'an prochain. Donc, on verra bien comment ça va se goupiller, mais c'est au programme. Ce serait une superbe réussite, ce serait une superbe, en tout cas, opportunité pour moi de pouvoir faire du GT3 et on va s'y affairer en tout cas pour 2022. Donc, ce serait vraiment une superbe aventure. Donc du coup, on revient un petit peu sur ta carrière, Nigel. 2018, tu te familiarises avec le proto en V2V. Ensuite, tu attaques déjà une fois Le Mans, parce que en 2019, tu fais le Road to Le Mans. Ouais. Donc là, en même temps, en parallèle, l'Ultimate Series. Donc c'était ta deuxième approche cette année, Le Mans. Et donc le Road to Le Mans, comment tu as vécu cette première arrivée au Mans? C'est pas dans la catégorie Rennes, mais est-ce que cette atmosphère, est-ce que tu as ressenti une petite pression supplémentaire en disant je fais l'ouverture des 24 heures, tout en ayant l'objectif dans la tête de se dire l'année d'après, c'est le big one? Alors, je dirais que l'aventure Road to Le Mans, on y allait véritablement pour découvrir la piste. Parce que on était quand même scruté par les hautes instances de la CA pour voir si on était apte à pouvoir prendre part l'année d'après aux 24 heures du Mans. Donc, zéro erreur possible. On devait être clean, on devait être véritablement, on devait montrer une belle facture au final. Et donc, allez, j'avais pas de pression. Je me disais que je vivais un moment incroyable, c'était de rouler au Mans. Le samedi, c'était la course d'ouverture des 24 heures du Mans. Il y avait déjà 250 000 spectateurs. Et quand on arrive au raccordement pour se rendre à la chicane d'Unlop, et quand on voit le panel de personnes qui est déjà présent, c'est incroyable, quoi. Donc, non, personnellement, j'y allais sans pression aucune, c'était que du plaisir. Ensuite, je ne me suis pas mis de pression pour Le Mans non plus. J'ai vraiment pris les choses avec beaucoup de recul.
C'est vrai que par contre, 2 à 3 semaines avant Le Mans, là, je ne cache pas que la pression commençait tout doucement à s'installer. Et puis, arrivé sur le moment même, ça s'est super bien passé. Même Frédéric Sausset me l'avait souligné en me disant, écoute, c'est bien, t'es relax, c'est chouette, parce que évidemment, quand on roule avec ce genre de véhicule, il y a toujours un peu d'appréhension. C'est la première fois au Mans avec ce genre de voiture, une LMP2, ça fait rêver beaucoup de personnes. Et donc, et puis il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent derrière. Donc, le tout est de faire les choses correctement et ne pas décevoir un staff qui pourrait éventuellement avoir du taf sur une voiture qui aurait pu être accidentée ou autre. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'avais compris comment ça devait fonctionner. C'était y aller avec beaucoup de recul, beaucoup de sérénité. Et après, voilà, c'était accorder son violon et y aller tranquillement, step by step, crescendo. Donc on avait pas mal de roulage avant la course, donc forcément ça nous a permis de découvrir les différentes facettes du circuit. Exact. Alors justement, on a une question d'Alan Girard. La LMP3 a-t-il une bonne préparation pour le LMP2 ou y a-t-il un grand gap entre les deux? Alors, il y a véritablement un grand gap entre les deux. Le LMP3 est une superbe école pour le LMP2, hein, c'est clair. En tout cas, si je pouvais conseiller quelqu'un aujourd'hui, ce serait de commencer par du CN, ensuite LMP3 et LMP2. J'ai eu l'occasion de faire quelques tests avec ANS Motorsport, l'écurie de Nicolas Schatz l'année passée en CN pour garder un peu de rythme. J'ai vraiment apprécié le produit, c'est véritablement une voiture incroyable, le CN. Et puis forcément le LMP3, quelque peu l'étape supérieure. Et puis forcément le LMP2 est un step au-dessus. Il y a beaucoup plus d'aéro, il y a plus de puissance, même si je dirais de 455 chevaux à 535 chevaux, il n'y a que 80 chevaux de différence. Une LMP3, ça représente 930 kg et aujourd'hui une LMP2, c'est 950 kg. Il est vrai que l'écart aujourd'hui n'est pas aussi signifiant que le coût que ça représente. On s'entend bien. On peut prendre énormément de plaisir à rouler en LMP3. Mais par contre, voilà, si on veut un jour faire Le Mans, ça ne se passe pas en LMP3, ça se passe en LMP2. Et voilà, oui, il y a quand même un gros gap entre les deux. Les passages en courbe sont beaucoup plus rapides, c'est certain. Les freins carbone, etc., etc. Donc il y a quand même un peu d'adaptation à mettre en place. Mais une fois qu'on s'y fait, je dirais que la LMP2 est peut-être plus facile à piloter et à dompter que le LMP3. En tout cas, une fois qu'on l'a bien en main, qu'on connaît bien je dirais les secrets de la voiture, après ça fonctionne tout seul. Bon, sachant que aussi il faut préciser, la LMP2 était sur une Oreca et la LMP3 était sur une Ligier. Donc il y a aussi peut-être une différence de châssis ou de comportement par rapport à deux constructeurs. Exactement, tout à fait. Après, on a toujours dit que le LMP3 était une voiture un peu plus bateau, un peu plus tank, qu'une LMP2 est beaucoup plus réactive, beaucoup plus vive. Après, on a également roulé avec les anciennes générations d'LMP3, on n'a pas connu la nouvelle génération, avec le kit upgrade, etc. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est en tout cas pour les nouvelles LMP3. Bon, 2020, hein, on sait ce qui est arrivé, on n'a rien fait, donc programme blanc. Par contre, 2021, là tu sautes dans le grand bain. ELMS, ouais. Là on se met déjà dans le dur pour Le Mans, donc là, on y est là. Pression, là, pour la première à Barcelone. Est-ce que là tu t'es dit, ouf, là, le step il est où là? Ouais, le step il était considérable parce que là on est dans la meute, hein. On roule avec je dirais que le niveau cette année en ELMS était tel que beaucoup de personnes disaient qu'il était supérieur au WEC. Donc forcément ça met une pression un peu plus haute. Mais non, après je dirais que ce qui est fou en fait, ce qui est dingue, c'est
plus on roule à des niveaux importants et plus j'ai l'impression que la lecture dans une trajectoire, dans la configuration de course est plus facile, parce qu'on roule forcément avec des pilotes qui ne font que ça. Il faut avoir confiance en eux, ils savent lire en vous, comme dans un livre ouvert, c'est ça qui est dingue. Et en fait, ça se passe naturellement. On n'a pas eu un seul accrochage. Il n'y a pas eu un seul pépin avec les courses en ELMS ni au Mans. Donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Je pense que j'aurais eu plus de mal dans des courses un petit peu stock car façon de parler, hein, où c'est portière contre portière. Mais là, le respect des pilotes est tel qu'au final, ça semble un peu plus facile. Alors justement, on a Alan qui voudrait te poser une question sur ce sujet. Et tu es là, Alan? Oui, je suis là. Eh ben, Nigel t'écoute. Bonsoir, Alan. Bonsoir Nigel. Bonsoir, Alan. J'ai une petite question pour toi. Justement, on vient de parler de LMS. Oui. On vient de parler du step qu'il y avait justement pour aller en ELMS. Après, moi, ma question, c'était surtout par rapport à l'ELMS et ce qu'il faut faire par rapport au Mans. Dans le sens, est-ce qu'il y a beaucoup de concessions, en fait, entre ton pilotage sur une manche ELMS, donc une course, on va dire courte, et une course de 24 heures comme tu as fait au mois d'août? Alors, oui, il y a tout de même une adaptation à mettre en place, parce que bon, on sait que le Mans, c'est long, c'est quand même une course de 24 heures. Le format de course est totalement différent. Je dirais que la finalité est différente également, puisque la préparation physique n'est pas la même, la technique n'est pas la même. Les personnes qui travaillent en backstage, forcément, elles restent éveillées 24 heures. Donc pour les ingénieurs, c'est très dur, c'est très compliqué. Les mécanos également, même s'ils peuvent à un moment donné se reposer entre deux relais. Mais par exemple, mes ingénieurs qui étaient Théo et Jeff, eux, ils sont restés éveillés 24 heures non-stop, enfin plus que 24 heures, puisque faut savoir que le Mans ne commence pas, en tout cas cette année, à 16 heures. Ça commence dès 9 heures du matin, avec le warm-up et autres, où les mécanos s'affairent sur la voiture, peaufinent les derniers réglages. Donc voilà, il faut savoir que par exemple, on est resté plus de 40 heures sans dormir, quoi. Donc là, ça commence à tirer. C'est pas du tout la même chose que pour une course en ELMS, où évidemment c'est beaucoup plus sprint. On n'a pas autant de temps pour refaire un écart éventuel. Donc voilà, par exemple, si je prends le cas d'une course en ELMS qui dure 4 heures, il y a un moment donné, durant la course, je dirais la piste était tellement piégeuse que à un moment donné, on s'est retrouvé dans le fond du classement, aux alentours de la 60e place, et on est remonté à la 32e place au fur et à mesure. Donc, mais tout ça en 20 heures de temps. On sait très bien que si on avait fait une erreur en ELMS, je dirais une sortie de piste ou autre, un bac à gravier, on sait très bien qu'on aurait été dernier et basta. Donc là, voilà, la gestion de course est totalement différente. Et au niveau de la gestion physique, voilà, c'est une course qui est tout à fait différente d'une course classique ELMS. Voilà, c'est Le Mans, ça reste une course compliquée et difficile à gérer, difficile à vivre, ça c'est clair, parce qu'on n'a pas le temps de se reposer, on mange, on se douche, on fait un peu de kiné, relaxation, et puis on est de nouveau dans la voiture pour 1h20 ou 2 heures, tout dépend évidemment de la stratégie de course, et des allées en piste, donc forcément c'est une toute autre approche. Donc, si je lis entre tes lignes, le LMS, c'est un sprint. Comparé au Mans, oui. C'est un sprint d'endurance. Oui, tout à fait, c'est clair. Parce que la course est 6 fois moins longue que le Mans, donc forcément, ça reste un sprint d'endurance, quoi. Tout à fait. Et puis le niveau est tel en ELMS que forcément, ils sont tous non pas à 85-90%, voire 90%, ils sont à 110% de leur capacité, façon de parler, donc ils sont à bloc, quoi. Donc, parce qu'après, tu vas les retrouver aux 24 heures. Donc, oui, mais tu les retrouves. Hein. Tout à fait.
tout à fait, ouais, bien sûr. Alors, du coup, est-ce que ces 2 courses en ELMS t'ont conforté et t'ont rassuré sur ton engagement pris pour Le Mans? Pour familiariser la voiture, l'équipe? Oui, oui, oui. Après, l'équipe, on l'avait déjà rencontrée en 2020 avec nos premiers tests au Paul Ricard avec la voiture. Donc, le Graf Racing est une écurie incroyable qui connaît parfaitement son sujet, qui le maîtrise parfaitement. On a vraiment été encadré comme il se devait. On a manqué de rien. On avait tout ce dont nous avions besoin sous la main. Les ingénieurs, les mécanos, tout le staff Graf Racing était top. Et puis forcément, plus on roule avec la voiture et plus on emmagasine de l'expérience, et forcément, ça aide au final pour aborder le Mans plus sereinement, ça c'est clair. Et alors, justement, comment, en tant que jeune pilote au Mans, parce que c'est ton premier Le Mans, Ouais. comment tu as géré cet événement? Parce que première course d'endurance des 24 heures au Mans, c'est aussi la première grande course internationale. Comment ça se gère, ça, du côté humain? Ben, j'ai voulu en profiter un maximum, parce que comme Frédéric nous disait, il nous le répétait tous les jours, prenez du plaisir, profitez-en, parce que vous allez voir les 10 jours passés au Mans, vous n'allez pas les voir, vous allez les voir défiler, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ce sera déjà terminé. Et effectivement, elle avait raison. Donc, alors, forcément, on n'a pas connu l'entièreté des 24 heures du Mans, parce qu'il n'y avait pas de parade des pilotes, il n'y avait pas de la pesée et autres, il n'y avait pas la séance d'autographe non plus. Mais bon, voilà, dans un premier temps, je pense que pour la première fois au Mans, c'était pas plus mal. Parce qu'on est déjà fortement sollicité d'un point de vue médiatique. Donc, on dépense de l'énergie. On ne veut pas dire non. On ne peut pas dire non à des gens à des médias qui ont envie d'avoir une interview. euh, Parce que ben voilà, ça nous fait plaisir. On vit quelque chose d'incroyable. On veut le partager. Et donc, si en plus de cela, il y avait eu ces éléments, donc la parade, la pesée, les séances d'autographe, c'est sûr que ça aurait fait plaisir. Mais dans un autre côté, on aurait perdu de l'énergie, sachant très bien qu'il fallait également se reposer entre les journées et les séances de roulage, parce que forcément, on a une course de 24 heures qui arrive la semaine qui suit ou dans la semaine. Donc, mais en tout cas, moi, je l'ai abordé sereinement. Je me suis dit, ben voilà, j'y suis, on ne peut plus reculer, profitons-en, prenons un maximum de plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en dehors et sur la piste, pour moi, c'était un véritable bonheur de faire ces 24 heures du Mans. Alors, justement, parce que on parle que c'est une semaine intense, tout ça. En piste, le pilote à mobility réduite, doit-il fournir plus d'efforts qu'un pilote valide pour toi? Ah oui, totalement. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que les efforts sont multipliés par 2 puisqu'il n'y a pas la partie inférieure du corps qui fonctionne. Donc, il faut savoir qu'on inscrit la voiture à une seule main. Donc, lorsqu'on arrive à plus de 300 km/h à Indianapolis, ben forcément, il faut freiner un petit peu, il faut rétrograder d'un rapport, il faut tourner la voiture à une seule main. Tout ça tout ça avec l'aéro qui génère une force complémentaire sur la voiture. Donc voilà, c'est beaucoup plus physique qu'un pilote valide. Il est clair qu'on n'a pas également le même rythme, mais notre corps réagit différemment puisqu'euh, on doit travailler avec beaucoup plus de comment puis-je dire de précision, puisque forcément, si on fait un écart de trajectoire, ben, on n'a qu'une seule main pour récupérer la voiture, etc. Puisqu'on voilà, on a notre main sur le frein, donc c'est beaucoup plus compliqué qu'un pilote valide, ça c'est clair. Donc il faut freiner, accélérer, tourner le volant, rétrograder. S'il y a des réglages à changer au niveau du volant, ben, voilà, ce sont toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Et c'est sûr que c'est pas évident. Ça, c'est clair. Donc oui, on est soumis à des contraintes bien plus importantes qu'un pilote valide. Ça, c'est clair. Nigel, tu es un ambassadeur des personnes à mobilité réduite. Sur quel axe tu travailles pour aider le développement de futurs pilotes à mobilité réduite à accéder au sport auto? Alors, aujourd'hui, je me suis assez bien rapproché de la FIA pour
pour essayer de faire un peu bouger les choses. Bien sûr, je ne suis pas le seul, hein, on s'entend bien, je ne suis pas un pionnier en la matière. Mais notamment, je pense qu'on a beaucoup discuté et je trouve que l'IFIA devrait également s'imposer dans ce domaine-là et en tout cas faire le nécessaire. Il faut savoir aussi que dans un monde idéal, pour que des personnes en situation de handicap puissent évoluer à un tel niveau, il faut également que les constructeurs puissent créer, développer des kits d'adaptation qui seraient implantés très très facilement dans une voiture de course. Ça, c'est sur ça qu'aujourd'hui, on va essayer de travailler avec la FIA, parce que je les ai encore eu en ligne il n'y a pas très très longtemps. La société qui avait adapté la Porsche avec laquelle j'ai roulé est d'accord de travailler ensemble pour justement éventuellement permettre de développer des kits qui seraient éventuellement, je dirais, commandés par la FIA, par exemple, avec l'aide des constructeurs pour pouvoir implanter ce genre d'adaptation dans des véhicules, de créer des kits selon une voiture. Par exemple, je prends le cas d'une Bentley GT3 ou de la nouvelle M4 GT3, de se dire voilà, quelles sont les mesures entre le pédalier, entre un pivot pour fixer un frein mécanique ou des choses comme ça. Et comme ça, on sait directement de quelle manière on peut cintrer des poulies ou quel type d'accélérateur électronique qu'on peut implanter au volant ou des choses comme ça. Mais évidemment, il faut que la FIA aide à faire ce genre de démarche et à développer ce genre de technique, parce qu'il y a beaucoup de gens en situation de handicap qui ont envie de faire du sport auto. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient toucher du doigt ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, c'est hyper important de donner la possibilité à ces personnes, à des personnes qui ont envie, parce que l'argent, c'est une chose, mais si d'emblée, voilà, on peut comprendre qu'il y a des réticences. Moi-même, aujourd'hui, rien n'est encore certain pour l'année prochaine, même si on est, je dirais, à 65-70% des discussions qui sont entamées. Mais il faut avoir des contacts, il faut pouvoir tisser sa toile. Et c'est sûr que ce n'est pas évident, parce qu'évidemment, quand on est en situation de handicap, les gens s'imaginent que forcément, on n'est pas sérieux, on ne fait pas les choses correctement ou autre. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour des teams, de dire, voilà, on va faire rouler quelqu'un en situation de handicap. Et pourtant, la preuve étant, ok, certes, nous n'étions pas les plus rapides au Mans, mais en tout cas, on a fini le Mans. Et si on n'avait pas eu, par exemple, les changements de pilote à exercer dans les box, on fait un top 20 au Mans, ce qui n'a pas la même physionomie que d'être 32e. Mais ça, on le savait d'emblée, on savait que ça allait être comme ça, on savait qu'on devait changer de pilote dans les box. Mais toujours est-il que si nous n'avions pas eu cet élément-là, on faisait top 20 au Mans, et ça, c'est génial. Qui aurait pu croire un jour, en prenant je dirais, les temps autour avec un pilote comme Mathieu Lahaye, qui est un excellent pilote, hein, il faut le reconnaître, il est juste extraordinaire. Voilà, il est venu nous épauler. On a eu beaucoup de chance de l'avoir. Ça s'est super bien déroulé. Il nous a vraiment aidés. Et donc, on aurait pu faire top 20 au Mans. C'est juste extraordinaire, quoi. Ah, Nigel, tu me devances parce qu'on a une question dans le chat. Il y a Jean-Luc Brémond qui nous dit: lors des changements de pilote, ne pourrait-il pas y avoir un temps offert par l'organisation pour équilibrer vos relais avec les valides? Est-ce que ça peut être une chose abordée avec la CO, parce que c'est eux qui dirigent aussi les 24 heures Mans par le biais de l'AFIA? Il y a aussi peut-être un consortium à avoir. Alors, oui, également, il devrait y avoir une jurisprudence, je trouve, parce que, évidemment, on perd énormément de temps durant les changements de pilote. Il faut savoir qu'on passait presque 3 minutes dans les stands, hein, une fois qu'on arrêtait la voiture et qu'on redémarrait la voiture, il y avait environ 3 minutes. Hein, donc, c'est énorme. Donc, il faut dire que sur 24 heures, on a perdu, je dirais, 45, allez, un bon 45 minutes. On n'est pas à 5-7 minutes près, hein, on s'entend bien. J'arrondis à entre 40 et 45 minutes, rien qu'en changement de pilote.
Et donc, c'est pour ça que quand je dis que ça n'aurait pas eu la même physionomie, ça n'aurait pas eu le même résultat au final, c'est parce que on perd énormément de temps. Maintenant, durant notre écolage en LMP3, pendant les 2 saisons en V2V et en Ultimate Cup Series, on avait un temps qui nous était crédité. Donc voilà, on avait un temps pivot qui nous était crédité. Si par exemple un team moyen faisait 1 minute et que nous prenions 2 minutes 30 pour effectuer l'ensemble des choses, eh bien on nous créditait 1 minute 30 au bout de la course, multiplié par le nombre d'arrêts et par le nombre de changements de pilote. Donc ça c'était vraiment génial. Maintenant, bon, voilà, on était dans une catégorie Innovation Car. On est au Mans, ce ne sont pas les mêmes championnats. C'est un championnat FIA, forcément. Donc, oui, on aurait pu peut-être demander d'avoir un temps crédité au bout du compte. Mais je crois que Frédéric Sausset l'avait demandé, mais je pense que ça n'était pas passé. Peut-être dans le futur, ça peut le faire. Il devrait y avoir, en tout cas, j'espère qu'un jour la FIA va se dire, voilà, il faudrait qu'il y ait jurisprudence et que qu'on officialise les choses en disant, voilà, il y a un pilote en situation de handicap pour véritablement niveler le niveau et de permettre à des personnes en situation de handicap de créditer du temps par changement de pilote. En tout cas, changement de pilote où il y a un changement de pilote, pilote handicap, valide handicap. C'est vraiment les deux sens. Voilà, parce qu'on met moins de temps à sortir de la voiture que d'en rentrer, bien entendu, parce qu'évidemment, il y a la sécurité qui prime. Il faut bien s'entendre également que nos jambes sont des éléments parasites pour notre pilotage, puisqu'elles bougent, elles sont inertes, donc forcément avec les forces G, avec les pressions exercées au freinage, etc., forcément les jambes bougent. Et donc il faut véritablement prendre en considération la sécurité. Et donc on ne peut pas non plus jouer avec le fait de confondre vitesse et précipitation lors des changements de pilote, puisqu'il faut garder en tête la sécurité également. Et justement, Nigel, j'étais vu quand j'étais fait un tour au Mans, tu as fait un exercice d'extraction avec la sécurité du circuit. Donc ça prouve quand même le sérieux, comme tu l'as annoncé. D'ailleurs, Emmanuel Guéné nous dit le sérieux était démontré au Mans, c'est indéniable. Ça, c'est vrai, ça correspond à votre philosophie. C'est clair qu'on a fait tout ce qui était nécessaire pour se sentir en sécurité. Donc l'équipe Extraction 72 du Mans nous a imposé à effectuer des tests pour nous extraire en cas d'urgence. On s'est prêté au jeu. J'avais discuté avec eux et ces personnes m'avaient dit que beaucoup de pilotes ne se prêtaient pas à l'exercice parce qu'ils étaient un petit peu superstitieux. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Malgré tout, comme je l'ai dit, il y a le côté sécurité qui prime également. Si eux ne font pas en amont ce test-là pour savoir s'ils sont aptes également à nous extraire en cas de problème, admettons, s'il était arrivé un problème en piste, malgré tout, c'est nous qui sommes dans la voiture. Et si eux n'arrivent pas à nous extraire, en cas de feu, en cas de problème, en cas de malaise ou que sais-je, on y reste. Donc, pour moi, c'était une étape obligatoire de me soumettre à ce test-là. Et puis, voilà, moi, je suis rassuré qu'il y a une équipe derrière qui est véritablement professionnelle et qui nous aidera en cas de problème. Donc, moi, j'ai pas réfléchi 2 fois, en tout cas. Nigel, tu nous parlais de changement d'équipier, de changement de pilote. Combien de temps tu mets pour t'extraire, pour faire le passage de témoin, soit à Mathieu ou à Pierre en ELMS, ou à Takuma Aoki? Combien de temps vous mettez pour changer? Combien de temps tu mets pour sortir pour ton changement? Alors, il faut savoir qu'on est également soumis aux mêmes règles que des pilotes valides. D'accord ? Donc, on devait malgré tout pouvoir s'extraire de la voiture en cas d'urgence en déant les 11 secondes. Quand je dis 11 secondes, c'est sangler, porte fermée, enlever le volant, se désangler, ouvrir la porte, commencer notre transfert et sortir de la voiture. Donc, on devait faire tout ça en moins de 11 secondes. On y est parvenu. Évidemment, c'est quand on est frais
quand on n'a pas roulé, quand on est dans le vif du sujet, on est concentré sur le transfert, sur l'extraction que nous devons procéder. Une fois en piste et une fois qu'on a fait plusieurs relais, bien entendu, le corps réagit différemment. Donc, vous dire précisément combien de temps on met pour changer de pilote, j'avais en tête, ça dépendait des moments, on faisait 2 minutes 04. Il y a eu un moment, je pense, où on était descendu en barre des 2 minutes. Mais ça, c'est évidemment dans le meilleur des cas. Après, une fois qu'on est en course, vaut mieux parfois perdre 30 secondes que de rentrer une seconde fois dans les stands, nous refixer les jambes, nous ressangler, etc., etc., parce qu'on a confondu vitesse et précipitation. Donc là, évidemment, durant la course, on prenait beaucoup plus le temps de faire les choses que, évidemment, durant les changements de pilote et autres, c'était beaucoup plus rapide. On essayait d'avoir un automatisme et venait ensuite ajouter à cela, cet automatisme, c'est la rigueur, la précision. Voilà, tout simplement. Mais on sait très bien que valait mieux perdre un peu plus de temps durant les changements de pilote que de perdre du temps à rentrer de nouveau, quoi. Voilà. Nigel, quel est le rôle du pilote valide à vos côtés? Il vous coach aussi pour les passages en courbe, les trajectoires, la vitesse? Alors, Pierre, donc Pierre Santinena avait beaucoup d'expérience malgré tout. Mathieu, son expérience n'est plus à démontrer. Donc forcément, ça nous a permis également d'avoir un appui. Bien que Pierre ne connaissait pas la LMP2 plus que nous, puisqu'il a commencé également à Barcelone. Nous avions une petite longueur d'avance sur lui, puisque nous avions testé la voiture en 2020, mais c'était 2 journées de roulage qui étaient, je dirais, partagées en 3-4 pilotes, puisque nous étions accompagnés par Vincent Capillaire. Et donc, oui, après, nous conseiller, c'est pas tout à fait non plus la bonne chose. Enfin, c'est pas le mot que je dirais, parce que il faut être dans notre situation pour comprendre notre façon de piloter. Voyez-vous? Donc, c'est ça un peu la complexité de la chose aussi, c'est de se dire, voilà, on va s'inspirer de ce que fait le pilote valide pour avoir une bonne base, mais il va quand même falloir faire attention, puisque nous ne développons pas les mêmes techniques qu'un pilote valide. Et donc, c'est ça, là, il y a une limite entre les deux, et il faut en tout cas garder du pilote valide ce que nous sommes capables de retranscrire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué par moment. Ouais. Tu n'as pas été confronté des fois à surpiloter, à te dire je peux passer plus vite, mais au final, non, je perds plus de temps à vouloir m'entêter à passer plus vite, ou je prends mal ce virage, je vais essayer une autre manière, ou on n'a pas toujours cette envie de... Si, on a toujours l'envie d'aller plus loin, de se surpasser. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on connaissait tous la finalité du projet, c'était de terminer le Mans. Et donc, surpiloter à un moment donné, ça va nous mettre ça risque de mettre en péril le projet. Et ça, c'était inacceptable. Donc, il fallait aborder les choses avec beaucoup d'humilité. Je pense que ce que nous l'avons démontré tous les trois. On a abordé les choses sereinement, calmement, je dirais professionnellement, parce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire pour pouvoir y parvenir. Et donc, surpiloter à un moment donné, c'était se mettre en danger. Voilà, par exemple, lors de je ne sais plus, c'est mon premier ou mon second relais. Je crois que c'est mon second relais. J'ai fait les 3/4 de mon relais avec des pneus pluie sur une piste sèche, asséchante et sèche. Et là, j'étais pas du tout confortable. Et donc, je l'ai dit à mon ingénieur, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout, j'ai trop peur, l'erreur est trop proche. Il me restait, je pense, 4 ou 5 tours à faire. Je n'ai pas osé les faire, j'ai préféré jouer la sécurité pour ne pas faire d'erreur, parce que les murs sont proches. Et on a bien vu que les incidents et les accidents ont commencé à arriver au fur et à mesure. Et moi, j'ai pas voulu prendre de risque, donc je suis rentré. On a changé de pilote parce que je voulais pas faire d'erreur et pour le team, pour pas qu'il y ait d'échec au final. Et justement, comment il est le patron?
Est-ce qu'il vous a aidé dans votre aventure de 2021 comparé à celle qu'il a eue en 2016? Je pense que lorsqu'il a fait Le Mans en 2016, entouré de Christophe Tinceau et de Jean-Bernard Bouvesse, il était maître du projet, donc il avait plus facilement, je dirais, il gérait peut-être plus facilement la chose parce qu'il était dans la voiture également. Ici, forcément, il était en dehors, il était team manager, donc forcément, c'était une autre casquette pour lui. Donc, on était super bien encadré par l'équipe de Pascal Roturier, Graph Racing, SRT 41. Donc, tout combiné, au final, ça s'est super bien passé. Yeah. Bon, Nigel, que va faire Monsieur Bailly en 2022? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en discussion pour pouvoir faire du GT3. C'est l'objectif premier, en tout cas pour ma part, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette Porsche. Maintenant, c'est voir dans quel team, comment, les finalités, le budget aussi, parce que ce ne sont pas des budgets évidents. Il faut quand même rester logique. Après, on verra bien, mais on est en discussion et il pourrait y avoir de belles surprises, en tout cas si ça venait à se concrétiser. Alors, on a une question, c'est Jean-François qui va te la poser. Jeff, le spécialiste GT du groupe. Jeff, on t'écoute. Oui, bonsoir Nigel, rebonsoir plutôt. Bonsoir Jeff. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alban. On est vraiment très très ravis de t'avoir en live ce soir. Alors j'avais deux questions. Alors une qui est liée à ce que tu viens de dire. Du coup, je vais l'adapter. Et une question un petit peu plus personnelle, même si on n'a pas trop l'habitude de poser des questions perso, mais bon, t'inquiète pas. Voilà. Alors oui, spécialiste SRO, c'est un peu beaucoup dire, mais je suis le GT World Challenge Europe notamment de très près. Le niveau est incroyable, comme tu le disais tout à l'heure, notamment en endurance, comme le LMS d'ailleurs. Pourquoi tu as eu envie d'intégrer ce championnat qui est très très relevé, comme le LMS? Est-ce que c'est un nouveau challenge? Est-ce que c'était une affaire de finance? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus adapté à toi? Voilà, c'est ça ma question. Alors, merci pour ta question, elle est très pertinente. Il est clair que d'un point de vue niveau, c'est un niveau incroyable, vraiment incroyable. J'ai eu la chance de faire du proto pendant pas mal de saisons au final, puisque j'ai plus d'expérience en proto qu'en voiture GT ou autre, bien que j'ai encore beaucoup à découvrir. Hein. Je n'ai pas été le meilleur, je ne suis pas le meilleur, je ne serai jamais le meilleur, on s'entend bien. Mais malgré tout, il y a une histoire derrière, il y a une histoire à écrire. En SRO, il n'y a pas encore eu, à part Zanardi qui a fait une pige en 24 heures de Spa en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Avec la BMW de mémoire, je crois. Oui, voilà, avec la Schnitzer. Donc, je l'avais rencontré à l'époque, à sa sortie de relais, au 24 heures de Spa, pardon. Et donc, je trouve qu'il y a une très belle histoire également à écrire dans ce championnat-là. Et alors, la raison pour laquelle le GT3, c'est pour éventuellement revenir au Mans d'ici quelques années. En 2024, voilà, exactement. Donc voilà, c'est un peu calculé, même s'il y a des choses et autres qu'on va devoir, sur lesquelles on va devoir travailler, hein, bien entendu. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, notamment le côté budgétaire de la chose, parce que forcément ça coûte beaucoup d'argent, même si aujourd'hui rouler en GT3 en SRO coûte moins cher qu'une saison en ELMS, en LMP2 par exemple. On est quand même environ à 80 voire 85 000 euros moins cher la saison. Donc voilà. Après, voilà, j'ai fait du P2. On m'a dit qu'une fois qu'on faisait du GT3, de passant d'une LMP2 à une GT3, c'était d'autant plus évident d'aborder les choses. Et puis, je pense que pour ma situation personnelle en tant que pilote en situation de handicap, le fait d'avoir quand même une voiture plus, je dirais, pas plus facile à piloter, mais qui permette plus de choses, en tout cas qui permette plus d'erreurs, ça va peut-être m'aider à, je dirais, évoluer dans ce que je veux faire. Plus maniable peut-être.
Plus maniable, oui, tout à fait, Parce que le exactement. proto n'a pas le même gabarit, n'a pas la même inertie qu'une GT3. Bien sûr que non. Non, il y a beaucoup plus aéro sur une LMP2. Il y a plein de facteurs qui sont totalement différents du GT. Mais en tout cas, voilà, pour mon handicap, pour mon ressenti, pour la technique à aborder, je pense qu'une GT sera beaucoup plus propice à ma situation. D'accord. Alors, après avoir fait les 24 heures du Mans, si tu peux réaliser cette belle performance de voir le drapeau Adami Aspa, ça sera formidable. Alors, attention, n'oublie pas tes vêtements de pluie, parce que dernièrement, ça bouille un peu, ça drache, Ouais, comme tu dis. comme on dit. Ouais, c'est J'avais vrai. Ouais, et avoir fait les 24 heures du Mans et sûrement les 24 heures de Spa, on te le souhaite, ça serait tout juste formidable et tout le monde ne l'a pas fait d'ailleurs. Voilà. J'avais, Nigel, une deuxième question qui est un petit peu plus, je dirais, humaine, puisque l'endurance est avant tout une histoire d'hommes et de femmes, bien sûr, mais d'équipe aussi. Est-ce que le regard des pilotes, je dirais valide évidemment, et des gens autour de toi qui t'entourent, ça peut être ta famille, ça peut être les gens qui ont cru en toi, tes amis, est-ce que ce regard a changé après ces 24 heures du Mans par rapport à la performance que tu as réalisée et ça c'est important. Est-ce que des choses ont changé dans ta vie de tous les jours après avoir réalisé, avoir vu le drapeau à damier au terme de la plus grande course du monde, il ne faut pas se mentir. Est-ce que c'est des choses qui ont changé pour toi? En tout cas, pour ma part, non, Ouais. parce que je reste qui je suis, je sais d'où je viens. J'ai toujours dit que c'est pas parce que je vais faire le Mans qu'il faudrait changer quelque chose à ma personnalité. Je reste qui je suis. Dans mon entourage, non, parce que je dirais que la plupart de mes amis ne sont pas spécialement axés sport automobile. Après, c'est plus dans des endroits véritablement liés au sport auto où, évidemment, on va nous en parler, on va nous demander comment c'était, on va vouloir aborder les choses. Voilà, mes amis, c'était. Alors, Le Mans, c'était bien. Bon, on entre un petit peu en détail, et puis les gens comprennent un petit peu les choses. Et puis, pour ma part, en tout cas, ça n'a pas changé grand-chose. Même, je dirais que. Même l'après Le Mans, puisque forcément, il faut trouver d'autres programmes de course pour pouvoir aller de l'avant. Et finalement, je dirais, surfer sur la vague des 24 heures du Mans. Ça n'a pas spécialement été évident non plus, puisque si vous avez un peu suivi l'actualité, j'avais fait une interview avec Laurent Mercier dans Durance Info, et Oui. où j'abordais justement la problématique d'être en situation de handicap, parce que les gens ne nous prennent pas spécialement au sérieux. Ça, c'est vrai. Ça, j'ai pas peur de le dire. Les teams ne nous prennent pas spécialement au sérieux. Ils se disent, ben oui, il est en chaise, oui, ok, il a mobilité réduite, mais est-ce qu'il va pouvoir fournir le même travail qu'un autre? Je peux vous dire aujourd'hui qu'une personne en situation de handicap va travailler plus qu'un pilote valide pour pouvoir y parvenir. Ça, c'est certain. D'accord. Mais merci beaucoup pour ces éclaircissements, d'avoir répondu à mes questions. Je remercie tous ceux qui regardent le live et puis je te souhaite évidemment une bonne continuation. Et puis j'espère que cet été, tu seras au volant d'une GT3. Alors voilà, choisis-la bien. Elle se redise pas toutes de la même manière. Voilà. Il paraît que la Mercedes est la plus facile à conduire, nous disait Laurent Mercier l'autre fois en live. Pareil. Voilà. Bon, il paraît. Voilà, je dis ça, je dis Il rien. paraît, et c'est ce qui a été. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup je dirais de feedback à ce niveau-là. J'avais contacté AKSP Team, mais jusqu'à présent, j'ai pas véritablement eu de retour. Il y a eu quelques touches, hein, évidemment, AK, Saint-Éloque, Poutsen-Gignon Racing, bien entendu. Bah oui, et WRT, non? La petite Alors, ne te plaît pas? si, mais voilà, on n'en a pas. On n'a pas, je dirais, abordé véritablement le sujet. C'est sûr que l'équipe de Vincent est une équipe extraordinaire. Donc, si ça avait pu être du belgo-belge, on l'aurait fait. Mais voilà, je pense que les plus gros teams mondiaux, ce genre de programme ne les intéresse pas spécialement parce que forcément, ils veulent briller avant toute chose. Ils veulent remporter des championnats. Voilà, c'est comme ça, hein, on le sait. Mais voilà, il y a des teams malgré tout en SRO qui sont très humains, ils sont en tout cas disposés à vouloir faire les choses. Et j'espère que ça va bien se passer. Et, si ça se goupille bien, à mon avis, d'ici quelques semaines, on en saura davantage et il y aura quelques nouvelles de ma part, en tout cas.
D'accord. On, Bon, on le on serait ravis. retransférera. Ouais, exactement. Merci Merci. beaucoup, Nigel. À bientôt. Je t'en prie. À très Bonne vite. continuation à toi. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Alors justement, tiens Nigel, j'en profite, en GT, tu serais quoi? GT Pro, Pro-Am, Silver? Tu serais dans quelle catégorie Ce serait du Pro-Am. du Ce Pro-Am? serait du Pro-Am. Ouais, effectivement. Parce qu'il y aurait un bronze, un silver et un gold. J'ai eu la chance d'être rétrogradé bronze cette année. Parce que pendant 2 saisons, C'est ça, j'étais. pour toi, c'est une chance. Ouais, effectivement. Alors, c'est dingue, hein. Il y en a beaucoup, Oui. il y a beaucoup qui râleraient, entre guillemets, mais moi, ça m'avantage, hein, vraiment, parce que je suis content d'être rétrogradé bronze, parce que, bah, évidemment, vu ma position, être silver, ça n'a aucun sens et ça ferme pas mal de portes. Donc, au final, par exemple, même durant les courses en ELMS, on ne participait pas au bronze test, par exemple. Donc, parce que, bah, en fait, nous étions tous les trois silver. Takuma, Pierre et moi, nous étions silver, donc forcément on participait pas au bronze test, donc finalement ça nous amputait une demi-heure de roulage, Bien sûr. ce qui n'est jamais négligent, ce qui est toujours bon à prendre. Bon, après être bronze dans ma catégorie, c'est top, quoi. Donc forcément, c'est positif, je suis content, malgré tout. Il y a d'autres pilotes qui sont passés de silver à gold cette année. Sont des pilotes qui n'ont pas spécialement de budget, donc je ne sais vraiment pas comment ils vont pouvoir y parvenir, comment ils vont parvenir l'année prochaine à rouler en tout cas. Donc voilà, ça reste à un moment donné. La catégorisation FIA est quand même parfois peut être lourde de conséquences. Est-ce que c'est toi qui as demandé ce rétrogradage ou c'est la FIA qui l'a décidé en disant bah, si tu veux repartir sur une autre catégorie, on te rétrograde? Alors, je n'ai même pas dû faire la demande. C'est eux-mêmes qui m'ont envoyé un mail pas plus tard que la semaine passée me disant que j'allais être rétrogradé bronze pour le 2022. Il y a 2 ans de cela, en 2019, j'avais fait la demande. Et là, ils m'ont dit non, parce que j'avais roulé en LMP3 2 saisons, etc., que j'avais commencé à rouler en LMP3 à moins de 30 ans, donc forcément, j'étais classé directement silver. Et donc, à l'époque, ça a été un peu dommage, mais maintenant, il faut profiter de cette situation-là. Donc voilà, bronze, ça me va. En tout cas, ça match un peu plus le niveau de performance que je peux apporter au sein d'une équipe. De toute façon, ça, voilà. Cohérence avec ton projet. Exactement. Donc c'est un petit plus. Allez, on va se faire 2-3 petites questions rigolotes, Nigel. Vas-y, je t'en Alors, prie. tu as fait les 24 heures du Mans. Maintenant, je te pose la question. T'es team manager, tu prends qui comme line-up pour faire les 24 heures du Mans? T'as 3 pilotes. Oh, alors, 3 pilotes. Ça peut être des vieux, ça peut être des Belges, ça peut être ce que tu veux, des Suisses, comme tu veux. Essaie de me sortir 3 pilotes que tu serais sélectionné pour. Enfin, tu serais sélectionneur pour dire les gars, je vous prends pour faire les 24. Bonne question. Oh là 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 là. Bon, allez. Il y a une Porsche derrière toi. Il y a un très bon Ouais, pilote oui, belge oui, derrière. Ouais, ben, on va dire Jackie, forcément. Jackie X. Bon, maintenant, même si Jackie a 75 ans, mais si on devait retourner un petit peu en arrière, bah, ce serait Jackie X. Après, ouais, Jackie. Kevin Magnussen, j'ai apprécié cette personne-là qui est vraiment géniale, vraiment super sympa. Il est d'une disponibilité incroyable. Et comme troisième pilote, qui pourrais-je dire? Nigel. Non, parce que je serais team manager, donc forcément, on prendrait quelqu'un Il y a des d'autre. team managers qui peuvent rouler, hein, donc. Oui, c'est vrai, mais je laisse ça aux autres. Eh ben, je prendrais, je pense, Gabi Aubry. Ah ouais, c'est un gars extraordinaire, il est super sympa, il est humain, il est disponible, on a bien discuté durant le Mans, il me conseillait pas mal de choses, etc. Donc c'était vraiment cool. Voilà, il y a des gens comme ça qui marquent et
qui laissent des traces et avec lesquelles on peut toujours garder un petit contact même après le Mans et voilà, un petit message de temps à autre. Il y a également disponible. Ouais, bien sûr, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que ce sont des personnes qui finalement excellent dans leur domaine, qui roulent partout dans le monde et qui au final sont des gens plus sympathiques que des personnes au final ou des pilotes qui roulent à plus bas niveau, quoi. Voilà, tout simplement parce que ils savent d'où ils viennent et ça c'est vraiment positif en tout cas pour le sport moteur. Ça c'est clair. Après, il y a d'autres pilotes. Il y a également Alessio Picariello, qui est un pilote voilà, on est du même patelin, lui et moi. C'est un Belge, un tout jeune Belge qui a été pilote officiel Asian Porsche. Donc, voilà, ils sont des pilotes qui sont toujours chouettes à côtoyer et qui sont humains avant tout. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ah, on a Gabriel sur le live. Écoute, Gabi, envoie ton Skype à Willy et puis viens faire un petit coucou à Nigel si tu as le temps. Alors, Nigel, écoute, on va peut-être le voir. Avec plaisir. Écoute, s'il est là, qu'il vienne. Contacte Gabi, tiens. Nigel, allez, Gabi, viens nous rejoindre, ça me ferait plaisir, ça. Nigel, tout le monde te pose la question de ton circuit préféré. Mais moi, je vais poser une question plus chiante. Quel est ton virage préféré? Ça peut être Aspa. On peut en dire plusieurs ou pas du tout? T'as le droit, allez, t'as le droit. Allez, bon, on va commencer évidemment par le Raidillon. Tout le monde connaît le Raidillon, forcément. Ça reste, même s'il y a une petite controverse derrière, parce qu'il va être un petit peu aménagé, le plan du circuit va être un petit peu revu. Mais voilà, ça reste un virage mythique. Quand on l'aborde et qu'on voit un mur devant soi, on se dit est-ce que ça va passer, ça va passer. Mais ça passe forcément. Et puis, Signes, le virage de Signes au Paul Ricard. Oui, au Paul Ricard. Hein. Il passe fort celui-ci aussi. T'aimes bien les virages assez rapides alors? P3, ça passe à fond. Par contre, P2, j'ai entendu une petite histoire qui avait été racontée par des ingénieurs de chez Toyota ou quelque chose de ce genre, je crois. Si je dis des bêtises, il faut m'arrêter. Que Nicolas Lapierre, à l'époque, était passé le virage de Signes en LMP2 à fond. C'était un des pilotes qui avait réussi à passer le Signes en LMP2 full gaz. Donc voilà. Et je pense qu'il avait même dit à son équipe, je ne sais plus chez quelle équipe il était à l'époque. Alors, si c'est en P2, ça devait être Alpine, et s'il était en P1, c'est Toyota. C'est possible que ce soit Alpine. Je n'ai pas l'information. Je pourrais demander à Pierre Thiriet. Il avait dit les gars, regardez les datas, ça va passer à fond. Et effectivement, il passait Signes à fond. Donc, je pense que c'est un des seuls pilotes qui avait réussi à passer Signes à fond en LMP2. Donc, j'aurais pu aussi inclure Pierre Thiriet dans l'équipe. On aurait pu faire une équipe de 5 ou 6. Écoute, il n'y a pas de souci. Et justement, tiens, le Raidillon, est-ce que tu dois le connaître par cœur? Est-ce que tu sens cette compression en bas du Raidillon comme la majeure partie du pilote avant que vous vous envolez sur la montée? Alors au départ, oui. Après, on n'y prête plus attention. Je pense qu'on l'a passé tellement de fois que les petits gousi-gousi dans le ventre, on les ressent plus spécialement. Mais ça reste toujours un moment incroyable de passer les Raidillon. J'ai pas eu la chance de rouler en proto sur Francorchamps. J'aurais vraiment aimé pouvoir faire une course en LMP2 ou voir en LMP3 à Francorchamps, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Et c'est vrai que passer les Raidillon à fond, avec un proto, ça doit être quelque chose d'incroyable. Donc, plus de 250 km/h. Tiens, je profite parce que tu es belge. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux aménagements? On peut pas dire travaux, si ils vont un petit peu le faire sur ce virage justement, parce que là, on a vu qu'il y a des photos qui se sont invitées sur Internet où on voit le virage qui commence à se modifier. Après, personnellement, je n'ai jamais eu aucun souci
concerne le passage au raidillon, j'ai jamais fait de tête à queue, j'ai jamais touché un mur, enfin jamais je touche du bois. J'ai jamais rien eu. Maintenant, c'est sûr que il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il y a également la moto qui retourne de manière officielle avec le championnat du monde d'endurance, le MotoGP qui arrivera également dans les années qui suivent. Donc, à un moment donné, il faut se positionner. Il en va de la sécurité de beaucoup de personnes, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pilotes amateurs, beaucoup de track day qui évoluent, enfin, qui sont organisés à Francorchamps. Voilà, après, il faut se poser les bonnes questions. Je ne suis pas décideur, je ne suis même pas, je ne suis rien au niveau du circuit de Francorchamps, donc c'est pas moi qui prends les décisions, c'est pas moi qui étudie les plans et autres. Donc voilà, si maintenant ils jugent que le circuit doit être revu, ben c'est de leur plein gré. Moi, j'y suis, voilà. Si ça doit être revu, ben voilà, j'irai en connaissance de cause et ça se fera comme ça. Donc, mais en tout cas, moi, j'ai pas spécialement de jugement à donner sur ce poste-là. Si véritablement il doit y avoir des modifications, eh bien, on s'adaptera de toute façon, quoi. Bon, après. Moi, en tous les cas, j'ai jamais eu de problème au raidillon. Je crois que j'ai foulé la piste pour la première fois en 2015-2016. Et il y a fut un moment, c'était ma seconde résidence au circuit de Spa-Francorchamps. Donc bon, voilà. Après, quand on passe même avec une GT3 Cup ici avec la Porsche où on ressort à 2,25 avec des pneus un peu rincés, ça passe. Maintenant, c'est sûr qu'on a pu le voir, je pense, les derniers accidents qui se sont déroulés, c'était en W Series, où les voitures sont... la fille qui a volé, ouais. Exactement. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose sur la piste? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était quand même bizarre qu'il y ait 5-6 voitures qui viennent s'emplafonner les unes après les autres, comme ça, de manière directe. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu le plus grave accident des dernières années. Ça reste évidemment Antoine Hubert avec le décès de ce pilote très prometteur, malheureusement. Donc, c'est sûr qu'on a également vu le crash lors des 24 heures de Spa. Donc, voilà, il y a un moment donné où les limites sont atteintes. On ne peut pas aller au-dessus. Donc, c'est sûr qu'il faut se repositionner à certains moments. Alors, du coup, est-ce qu'on n'a pas un peu trop fait sur ce virage? Est-ce qu'on l'a pas trop stigmatisé et on s'est trop dit il est dangereux, il faut faire quelque chose. Est-ce que c'est pas justement à un moment ou un autre, les voitures évoluent tellement vite, elles vont de plus en plus vite, que le pilote, on le pousse à aller de plus en plus vite, et maintenant, peut-être que c'est les voitures qu'il faudrait rétrograder, parce que le virage n'a pas changé fondamentalement. Non, c'est sûr que c'est clair que les voitures évoluent de plus en plus. Les techniques aussi. Maintenant, c'est sûr que les lois de la physique, à un moment donné, lorsqu'elles sont dépassées, elles sont dépassées. Exactement. Maintenant, il faut quand même étudier l'ensemble des choses, parce que voilà. Après, je laisse peut-être Gabi donner son avis parce qu'il vient de nous rejoindre. Donc, je pense qu'il a plus d'expérience que moi en la matière, donc lui est peut-être plus à même à pouvoir statuer là-dessus. Le vainqueur du Petit Le Mans. Eh ouais. Il l'attendait, hein, celui-là. Il l'attendait, celle-là, hein, je pense. Hein, Gabi? Est-ce qu'on a réussi à avoir la connexion? Est-ce que Willy peut nous faire un... On n'a pas le micro de Gabi. Vas-y Gabi, peut-être. Non, on t'a pas. Regarde dans tes paramètres sur le Skype, t'as peut-être un... Ouais, je pense que... Ah, ton micro est coupé en fait là. Ton micro est coupé, Gabi, je pense. Je vois le mute. Et là, non? T'as pas des écouteurs micro? Non, ah mince. Ah, attends, il a peut-être une idée. Bon, désolé les amis, c'est les conditions de live, hein, c'est comme ça. Mais c'est encore mieux. Les aléas du direct. Exactement. Bon, c'est pour la bonne cause. Justement, t'as regardé la course du Petit Le Mans, Nigel, ce week-end?
Oui, partiellement, parce que évidemment avec le décalage horaire, ça fatigue un peu. C'est plus fatigant de regarder la télé que de se retrouver au volant, je crois. Hein. Et ouais, donc j'ai regardé un petit peu jusqu'à, je crois qu'il restait 4h30, 5 heures de course. Après, j'ai été dormir quand même. Et puis bah ouais, non, c'est chouette. Hein, quand je me suis réveillé, que j'ai vu le résultat, je me dis, ah, super, c'est cool pour Gavi parce que il en avait quand même assez bien bavé en IMSA avec les déboires et bon, les, les problèmes qu'il avait pu connaître auparavant. Donc pour lui, c'est une superbe chose et une superbe consécration au final. Donc c'est top pour lui, quoi. Franchement, je suis content pour lui. C'est une belle année pour lui parce qu'il est passé pilote réserviste alpine. On l'a vu dans plusieurs baquets, donc le Richard Mille et tout ça, et c'est ça qui est. On reconnaît enfin son talent et c'est ce qui fait du bien. Donc voilà. Ouais, mais Alors qu'est-ce que tu penses du format IMSA, tiens? C'est spectaculaire quand même, hein? Ouais, c'est très spectaculaire. Il y a beaucoup de monde en piste parce que bon, le circuit d'Atlanta puis Le Mans, c'est quoi? Les meilleurs faisaient le tour en 1,09, une 10, plus ou moins, quelque chose de ce genre-là durant la course. Il y a beaucoup de trafic entre les différentes catégories. Waouh, il y a vraiment, vraiment beaucoup de trafic. C'est assez sauvage. Bon, après, Gabi sera plus à même d'en discuter. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas Nous, en mal tant que comme, spectateur, on se régale quand même parce que jusqu'à 5 minutes de la fin, et, hein, on sait pas. On sait pas qui va gagner, donc c'est ça qui reste assez intéressant. Ah, c'est clair. Après, j'ai pas vu la fin. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas pendant quelques heures, c'est sûr que ça a été assez sauvage. C'est sportif en tout cas. C'est très très sportif. Après, moi, voilà les objectifs après, si j'arrive à participer aux 24 heures de Spa, bon, bah, ce serait pourquoi pas faire les 24 heures de Daytona. Ce serait Ah, génial. Et tu puis, ferais les 3 24 heures dans l'année, ce serait beau aussi, hein? peut-être pas dans l'année, mais peut-être un chaque année. Un Ça chaque serait année. pas mal. Oh, on peut Un rajouter chaque année. 4 avec le Nürburgring aussi. Ouais, oui, oui, mais voilà, c'est un peu moins sexy en tout cas sur le papier que pas sportivement parlant, on s'entend bien, Oui. parce que le 24 heures du Nürburgring reste quand même un niveau supérieur, je dirais, en termes de sportivité, en termes de Concentration et tout. difficulté, de concentration, parce que l'erreur, elle est inexistante. Hein. Là, c'est le rail ou c'est la piste, de toute façon. Donc, après, peut-être que je me trompe, hein, et peut-être diront, ouais, non, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est mon ressenti en voyant ça de l'extérieur. Maintenant, voilà, 24 heures du Mans, 24 heures de Spa, 24 heures de Daytona, et pourquoi pas refaire un jour les 24 heures du Mans, ce serait vraiment top. Et alors, j'ai vraiment envie, et ce sera un de mes objectifs dans le futur, c'est de pouvoir un jour faire un test avec une Formule 1. Non pas pour dire d'aller en Formule 1, on s'entend bien, parce que je n'ai pas le niveau. Je suis loin d'avoir le niveau pour aller en Formule 1. Et puis, je suis beaucoup trop vieux, j'ai 32 ans. Mais c'est le principe de dire que voilà, j'ai pu faire un test en Formule 1 en étant paraplégique et que c'est possible de le faire. C'est juste pour montrer au monde extérieur que si on a des rêves, si on a des envies de réaliser des choses, eh ben on y va, quoi. En fait, on met tout en place pour pouvoir y parvenir. Et ça, c'est Ouais. mon objectif. Bah tiens, justement, c'était une de mes questions. Quel va être ton futur? Allez, post-compétition. Est-ce que tu vas rester dans le milieu de la compétition ou tu vas complètement changer d'horizon? Tu te vois comment Non, dans 4-5 ans? Allez. dans 4 5 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, hein, parce qu'on sait très bien, en tout cas, qu'on a vécu des déboires dans la vie, que demain peut s'arrêter sans qu'on s'en rende compte. On peut passer de tout à rien. Et puis, voilà, prendre les choses étape par étape, avancer progressivement dans le sport auto. J'ai vraiment envie de perdurer dans ce milieu-là parce que c'est un milieu qui me plaît. C'est sûr qu'il y a des rencontres parfois qui sont à éviter, hein, comme dans tout domaine professionnel. Maintenant, il est clair que j'ai véritablement envie d'avancer dans le sport automobile.
non pas d'être une figure du sport automobile d'un pilote en situation de handicap, mais pouvoir donner l'envie à d'autres personnes également de pouvoir le faire, quoi. Donc voilà, moi je préfère en tout cas travailler dur pour trouver des partenaires et payer ce que je dois aux gens, parce que tout travail mérite salaire de toute façon. Je ne serai jamais, en tout cas, je ne le vois pas de cette façon-là, je ne serai jamais pilote non payant. Ça, il faut être clair avec soi-même aussi. Il ne faut pas se prendre pour qui que ce soit ou quelqu'un qu'on n'est pas. Moi, je sais très bien que j'apporterai toujours du budget. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Même des pilotes à très haut niveau apportent du budget, on ne se le cache pas. Mais si un jour je parviens à payer moins, bah, ce serait déjà une excellente victoire pour moi, parce que voilà, je serai récompensé de mon travail, parce que c'est quand même un travail assez ardu. Il faut quand même savoir que pour trouver des partenaires, c'est pas toujours simple. Et donc forcément, il faut travailler. Donc voilà, moi ça me plaît. J'aimerais être un peu plus, je dirais, impliqué dans certaines choses. Maintenant, je connais pas tout le monde. Il faut véritablement avancer, quoi. Donc voilà. Ah, Gabi, Radio check, est-ce que ça marche? Oh, ça marche. le vainqueur Radio du check, classement. On l'a. C'est bon, putain. Moi, la technologie. Bonsoir, messieurs. Salut Salut, Gabi, toi. comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et vous? Ça va bien? Ça va. C'est à toi qu'il faut demander ça. Alors, Bah, je viens de voir un message de Willy qui m'identifie dans quelque chose et voilà, je me retrouve ici. et voilà. Voilà. C'est parce que j'ai parlé de toi, Gabi. Tu vois, j'ai parlé en mal de toi. Ah J'ai dit putain. que tu avais essayé de me crever les roues, etc. au Mans, etc. Vraiment un con. Tu le vois toujours, ce français barbu là, derrière les pneus à traîner. Ouais, c'est vraiment, je le sens pas celui-là. C'était les roues de la chaise, je précise, pas les roues de la voiture. C'est encore plus traite ça. Donc voilà, non, j'ai parlé comme quoi tu pouvais être parmi le top 3 des pilotes si j'étais team manager avec Kevin Magnussen et Jackie X, c'est bien, non? Bah, écoute, c'est très gentil en tout cas. Faudrait peut-être leur dire parce que ça n'a pas l'air d'être l'avis de tout le monde malheureusement. Mais, ouais, en tout cas, je te les remercie. gars, parlez-nous de votre rencontre. Comment vous êtes rencontrés? Mon avis, première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Mans, je pense. Corrige-moi si je me Non, trompe. on s'était vu en 2020 au Paul Ricard quand on a fait les premiers tests avec Goodyear. Exactement, c'est vrai. Tu étais avec Hoppington notamment. Ouais, avec Yota, ouais. C'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est là C'est qu'on vrai. s'est rencontrés. Après, on s'était pas spécialement revus puisque forcément la pandémie Vous avez nous est pas fait le arrivée LMS? comme une claque dans la tronche. Et puis on ne s'est pas revus avant Le Mans, je pense. Non, et Avant au Le Mans, Mans. on avait le box côte à côte du coup entre C'est ça. Panis et Nigel. Et voilà. Et donc on s'est croisés plusieurs fois, on a discuté de temps à autre et voilà. Donc c'est ce que je disais, ce sont des rencontres assez sympathiques pour lesquelles on en garde de bons souvenirs. Eh ben écoute, pareil, et puis nous on en discutait, je sais pas ce que vous. Je me fais un peu catapulter dans votre live, vous m'excusez. Mais on en a pas mal discuté avec d'autres pilotes et de voir cette voiture évoluer aux 24 heures du Mans, de nuit, il y a eu de la pluie, avec des pneus slick, avec des commandes qui, on l'oublie quand même, sont quand même vraiment, vraiment compliquées. Et je pense que d'un terme psychologique et cérébral, d'être capable d'avoir autant de coordination sur 24 heures avec tous ces éléments à gérer en plus, c'est vraiment impressionnant. Merci. Tu vois, Nigel, comme quoi. Ah non, mais c'est super de l'entendre. On se faisait la blague et on se disait, si nous, on devait rouler comme eux avec les mêmes commandes, c'est sûr qu'on serait moins vite. Sûr et certain. Après, c'est un temps d'adaptation, mais c'est sûr que ce sont pas des choses évidentes. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours, je disais, il y aura toujours un gap entre les pilotes valides et les pilotes en situation de handicap. Ça, il faut quand même le garder en tête. Maintenant, à voir si un jour, un pilote en situation de handicap arrivait à faire, je sais pas moi, du roulage intensif avec une LMP2
et voir comment ça peut évoluer. Peut-être qu'on arrivera à se rapprocher un maximum de certains pilotes valides, mais c'est sûr que ben voilà, pour situer, en course, j'étais à 8 secondes, mon meilleur temps est à 8 secondes du meilleur temps de Mathieu Lahaye. Donc 8 secondes au Mans, c'est quand même un gap, hein. C'est 8 secondes, quoi. Après, voilà, on sait qu'il y a quand même un handicap derrière, donc ça, on ne peut pas le gommer, quoi. Tu sais que tu fais le plus dur, c'est d'y aller et de rouler aussi. Ne l'oublie pas. Ah oui, c'est un non, challenge. C'est un challenge, c'est une histoire humaine, et cette aventure humaine, vous la relevez haut la main. Ça, avant tout, c'était une aventure humaine, hein. Ça, c'est clair. Ça, on le savait dès le départ, qu'il ne fallait pas confondre un résultat au général, parce qu'on se mettait le doigt dans l'œil. En tout cas, si on partait avec cette optique-là, on allait très vite redescendre. Le but était véritablement de terminer la course de la plus belle manière possible, et surtout de se faire plaisir avant tout, parce que Le Mans, c'est pas chaque année qu'on a la possibilité de le faire. En tout cas, pour des personnes en situation de handicap, ça n'est jamais arrivé, en tout cas jusqu'à présent. Donc maintenant, why not en GT3, quoi, pour le découvrir, et why not, pourquoi pas. Maintenant, c'est sûr que ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler, quoi, parce que pour arriver allez, je dirais au niveau de Gabi, où ben, on roule un peu partout dans le monde. Oula, Non, mais, oula. non, mais c'est vrai, il faut rester cohérent, faut rester logique. Ben, voilà, Gabi, tu roules partout dans le monde, en IMSA, en WEC, en ELMS, tu as fait le monde plusieurs fois. Voilà, tu restes un pilote, un jeune pilote. Qui a encore beaucoup d'avenir devant lui. Je suis quand même quelques années plus vieux que toi. Moi, je suis un vieux croton, limite. Euh, donc, bon, voilà. Après, tu as encore t'as encore toute la jeunesse devant toi, donc ça, c'est top. Donc, tu as un super parcours aujourd'hui sportif, et c'est ça qui est génial, quoi. Donc, Bah, écoute, je te remercie. Et puis, tu viens de le mentionner là à l'instant. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un programme qui soit vraiment plus complet pour vous, et aussi dans des voitures et dans des courses qui vous permettent de jouer un peu plus à part égale avec les autres pilotes, et se faire catapulter au Mans sur une voiture avec très peu de roulage, et en plus une LMP2 qui est déjà de base pas construite pour des gentlemen, hein. C'est une voiture qui a été construite pour des pilotes professionnels. Donc ça vous simplifie pas la tâche. Vous avez eu peu de roulage. On a discuté de petits trucs pour vous aider pendant la course, mais un vrai programme d'essai, en plus d'une voiture qui est adaptée, et des courses qui sont, enfin qui est adaptée, je veux dire qui vous irait mieux de par leurs conditions, leurs contraintes physiques. Je suis sûr que vous avez de quoi jouer avec toutes les autres équipes sans aucun souci. c'est vrai, ce serait vraiment idéal, ce serait vraiment top. Maintenant, après, voilà, ça reste des budgets conséquents, on le sait. Sinon, je pense que si on avait choisi un autre sport, ça nous aurait coûté un peu moins cher. Euh, mais bon, voilà, on a choisi quelque chose qui nous plaisait, et qui nous donnait une envie, l'envie de se battre, et qui ravivait finalement une flamme quelque part qui était un peu éteinte. Maintenant, voilà, sont des sports coûteux, on le sait, mais voilà, ça génère tellement de belles choses derrière, ça génère tellement de positivisme, je dirais, que voilà, c'est grandiose. En tout cas, le sport automobile fait partie de ma vie. Je mange au sport auto, je bois sport auto, je vis sport auto. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais, si c'était possible, être un peu plus impliqué dans le sport automobile, en tout cas physiquement, d'un point de vue roulage, d'un point de vue développement, etc., etc. Parce que bah, voilà, on avait vu par exemple avec Zanardi, qui est amputé des deux jambes, qui excellait dans ce qu'il a fait dans sa reconversion. Donc, mais bon, après, quand on est pilote d'usine, forcément, le roulage ne se pose pas, hein. Ça roule tout le temps. Voilà, il était pilote officiel BMW, donc forcément, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Dans notre cas, ben, il faut savoir qu'on était, d'un point de vue budgétaire, on était la plus petite équipe du plateau en ELMS ou au Mans, etc. Et on a quand même fini le Mans, donc c'est ça qui est génial. Et donc, on n'a pas eu l'occasion de rouler énormément comparé à d'autres équipes. Et
pour nous, c'est une excellente victoire, forcément. Et du coup, Gabi, quand vous apprêtez à doubler la voiture du SRT 41, vous y allez franco ou vous dites je vais me décaler un peu, laisser un peu plus de place, ou vous y allez comme normal, quoi? Non, on y va comme normal, j'ai envie de te dire. On prend pas trop de pincettes. De toute façon, j'ai envie de te dire qu'à cette vitesse-là, dans la nuit, plus trop la différence entre tout le monde. Mais par contre, ce qui était intéressant en discutant avec Nigel, c'est que expliquer comment est-ce qu'ils freinent et que pour eux, c'est très difficile d'appliquer beaucoup de puissance de frein. Et de ça, de le savoir, c'était quand même un petit avantage, et de savoir où est-ce que eux sont moins vite que nous. C'est surtout sur ces périodes de freinage-là, ces gros freins en ligne, où c'est assez compliqué, et ça permet au moins de savoir que sur cet endroit-là, par exemple au freinage de Mulsanne, il peut y avoir un peu d'écart. Ouais, c'est exactement ce qu'on avait discuté à l'époque au Mans, d'où également la raison pour laquelle il y avait une lamblette à l'arrière du véhicule pour dire forcément que c'était notre équipage. Alors, peut-être qu'à certains moments, lorsque c'était Mathieu en piste, les pilotes LMP2 devaient se dire mais comment ça se fait que j'arrive pas à le dépasser, ou comment ça se fait que lui revient sur moi, ou comment ça se fait, mais punaise, c'est la SRT 41. Mais comment ça se fait qu'il tourne plus vite que moi? Non, mais en fait, c'est parce que c'était Mathieu. Hein. Faut bien comprendre les choses. Après, c'est sûr que. Et toi, Nigel, tu prends des précautions quand tu vois la horde de furieux qui arrive sur toi, ou tu gardes ta trajectoire et tu te dis ils sont plus rapides, ils vont passer? Alors, moi, en ce qui me concerne, si véritablement, bon, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, où à l'amorce de freinage, on est côte à côte, où le pilote le plus rapide est hors trajectoire, pour moi, ça ne sert à rien de garder les gaz pour dire d'aller freiner au dernier moment pour dire bah, tu ne passeras pas. Non, je relâche les gaz progressivement, et voilà, il voit qu'il me dépasse, donc forcément, il va pouvoir récupérer sa trajectoire normale. On n'est pas dans la même course. Donc, à quoi bon aller gêner un pilote qui peut être dans le top 3 au Mans, en LMP2 ou des choses comme ça sert strictement à rien. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même conception, on n'est pas dans le même moule de course. Donc, voilà, moi, j'avais aucun ego à laisser passer quelqu'un qui était beaucoup plus vite que moi, parce que, voilà, on arrive en bout de ligne droite, il reste 300 mètres avant un freinage appuyé, chicane Michelin ou des choses comme ça, ça sert strictement à rien de garder le pilote à mes côtés. Donc, je relâchais tout simplement les gaz, il venait s'insérer, il prenait sa bonne trajectoire, il pouvait freiner comme il le voulait. Donc, voilà, ça a été ma vision de la course en tout cas. Maintenant, il est clair que si le pilote était, je dirais, 50, 60, 80 ou 90 mètres derrière moi à l'amorce, à l'approche d'un freinage, ben, je freinais normalement, je ne le laissais pas passer, il allait me reprendre à l'accélération, parce que forcément, en milieu de virage, il était à mon cul, donc forcément, il allait me distancer, parce qu'il faut savoir aussi que de par la course de l'accélérateur que nous avions au volant, on a une course qui fait 3 cm. Donc, en 3 cm, on fait 100%, 0%. Donc, je dirais le progressif était plus compliqué à mettre en place. Donc, on roulait avec un peu plus de traction control, ce qui veut dire que le traction control, lorsqu'il y a une relance, ben, on n'est pas aussi efficace que le pied, ou doser correctement la réaccélération. Donc, ça veut dire qu'on perdait également 1/10 au Mans par relance dans les virages les plus lents. Donc au niveau de tes palettes, c'était pratiquement du on-off, quoi. Pas pratiquement on-off, parce que malgré tout, on s'acclimatait pour doser progressivement, même si ce n'était pas évident. Mais bon, il est clair que c'est pas aussi, je dirais, la sensation n'est pas la même qu'au pied. Ça, c'est clair. Et Nigel, qu'est-ce qu'on peut poser comme question à Gabriel pour ce week-end? Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Ouais, ben, je pense qu'il a été à Atlanta. Il y avait une compétition de golf, un truc comme ça, je pense, non? C'est pas ça? Pour les retraités, c'est ça, non? Ça aurait été plus calme. Ça aurait été plus calme, je pense.
Ouais, alors, il paraît ça. tu nous parles vite fait de ta course? Écoute, ouais, avec plaisir. Si Nigel, ça te dérange pas, Nigel? Bah non, hein, j'ai y été a aucun parachuté problème. dans ton truc, tu vois. Non, écoute, ouais, je suis très content. On gagne enfin une course avec mon équipe Tower Motorsport aux US. Les gars ont tellement bossé dur pour chercher une victoire et nous donner une voiture qui était top toute l'année, qu'on se devait de finir sur une belle note. Et écoute, on va la chercher dans le dernier virage du dernier tour d'une course de 10 heures. Donc, la forme et la manière. Donc, non, je suis vraiment content pour ça. Et voilà, quoi. Petit week-end sympa dans le froid d'Atlanta. Tu nous as refait la même qu'à Bahreïn. Ben, pas loin, ouais. Celle-là, elle était encore plus tard. Là, il me reste plus que sur la ligne d'arrivée et après, il n'y a plus de marge. Ouais, tout à fait. Bon. Ah, c'est ce qu'on disait avec Nigel. 10 heures de course et 10 heures d'attaque non-stop. Là, c'est pas la même limonade que. C'est un peu différent l'Europe, que l'Europe où, en fait, avec les safety cars et toutes leurs règles, à chaque safety car, c'est un départ de course. Donc, il y a eu 10 safety cars pendant les 10 heures. Tu sais que tu vas avoir un safety car à la dernière heure. Donc, tout ce que tu fais, c'est que tu attends les 8 heures, les 8 premières heures. Tu fais en sorte que la voiture soit bien chaude, bien comme il faut, encore en une pièce. Et à la dernière heure, tu éteins ton cerveau. La dernière heure, tu prends le switch, tu fais flac comme ça, et tu sautes sur tout ce qui bouge, tous les vibreurs, les GT3, les LMP3, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, et c'est la guerre. Et pour le coup, c'est vraiment la course pure à l'ancienne, un peu débile, mais c'est ce qu'on aime. Qu'est-ce que je te dise? On est comme ça. Et si tu fais ça, c'est que t'aimes bien. Et exactement, et puis ça a l'air de bien marcher, donc on va essayer de continuer à faire ça. Belle année pour toi quand même, au passage. Année sympa, ouais, qui avait, je vais pas dire mal commencé, mais qui a été compliqué pendant l'hiver parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un volant, ne serait-ce que pour faire une course. Et au final, j'arrive à avoir 13 volants dans 6 équipes différentes cette année. Donc, un peu intermittent du spectacle. J'ai des combis à gauche, à droite. Mais, c'est ça, moi, multipass. Moi, j'arrivais à la course avec un multipass. Mais voilà, non, je suis très content et je remercie tous les gens qui ont fait en sorte que je puisse rouler cette année. Ouais, bah, écoute. Mais ce que Gabi ne dit pas, c'est qu'il a plus de nez maintenant, il a plus de narine, tellement qu'il s'est fait tester. Ah, remarque que ce week-end, vous avez. C'était normal pour vous là-bas. C'est de quoi? Excuse-moi. Il y avait le public, il y avait tout, les autographes. Ah ouais, non, mais les Américains, c'est. Non, ça fait bizarre de passer de Bahreïn où on fait un test PCR tous les 4 jours pendant 2 semaines à Atlanta où il y a juste la prairie, il devait bien y avoir 40 000 personnes, je pense, sur la grille. Il y avait la ligne droite entière remplie de personnes. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas vu ça, quoi. C'était incroyable. Ouais, ce sont les States. Hein. Rien à faire. Hein. Nigel, ça te dirait, toi, de faire un exil là-bas? Alors, pour la petite histoire, j'ai vécu aux États-Unis en 2011 parce que lors de mon premier bachelier, donc ma première licence, je suis parti vivre là-bas et j'ai fait mon stage de fin d'études dans un hôtel à Miami pour la chaîne hôtelière Riu. Et donc, ouais, pour moi, les States, ça reste un pays de cœur. Donc, forcément, m'exiler là-bas un jour, pourquoi pas rouler en endurance là-bas, ça me plairait vachement. Parce que, ben voilà, en plus, ils sont très patriotes. Ils ont un respect indéniable pour les personnes en situation de handicap. Et je pense que pour trouver des partenariats, du budget là-bas, je pense que c'est autre qu'en Europe. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que je peux avoir. Maintenant, ça pourrait être une piste envisageable pour toi? L'IMSA ou le championnat GT américain? Oui, pourquoi pas. Maintenant, le tout, c'est de pouvoir, encore une fois, c'est de trouver les protagonistes qui vont vouloir, le team qui va vouloir faire rouler une personne en situation de handicap, tout simplement. C'est toujours ça la problématique, c'est toujours se dire, ben voilà, moi je prends le risque de prendre quelqu'un en situation de handicap. Ok, il ne sera pas le plus rapide, on le sait, mais voilà, c'est juste une aventure humaine. Why not? Donc, vous êtes toujours confronté à l'étiquette du pilote handicapé, si on peut se permettre. Oui, bah c'est clair. Oui, c'est tout à fait ça.
Maintenant, c'est Il aussi faut à nous. inverser la vapeur en disant que vous êtes aussi rapide que les valides et que vous pouvez faire la même chose. C'est ça qu'il faut réussir à inverser. Ah ben oui, après c'est également à nous à prouver qu'on est capable de le faire. Hein. Faut pas se leurrer, il faut quand même prouver qu'on est capable de le faire. Les choses ne se font pas en un jour, bien entendu, mais il faut. Le tout, il n'y a pas de secret, c'est le roulage, c'est de rouler un maximum pour se familiariser avec je dirais avec des voitures, avec des styles de voitures, que ce soit Proto, GT ou autre, pour avoir une facilité un peu plus déconcertante dans notre pilotage. Ce n'est que ça, en fait. Hein. C'est de l'entraînement, c'est du roulage, parce que forcément, on est diminué physiquement, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas les mêmes sensations. Donc, forcément, il faut combler ce déficit autrement. Et ce déficit, c'est de rouler un maximum, tout simplement. Mais qui dit rouler, évidemment, requiert du budget. Qui dit budget, dit trouver des partenaires. Et bon, les choses n'aident pas spécialement en ce moment, quoi. Eh ben écoutez, on va conclure. Gabriel, vous restez avec nous. On va faire en off. Nous reste avec nous 2 minutes. Eh ben je reste alors, écoute. Voilà. On a une tradition dans nos lives, Nigel. C'est toi qui conclus. Je vais dire au revoir à tout le monde. Donc merci de nous avoir suivis avec un super live en ta compagnie, Nigel, et Gabriel qui est venu nous rejoindre. Donc c'était vraiment très très sympathique. Donc Nigel, je te laisse conclure. Bon, merci. Tout d'abord, merci à vous. Merci à l'ensemble de la communauté Endurance Live parce que c'est super sympa de m'avoir convié à ce live. Qui plus est, si j'ai bien compris, on a innové puisqu'il y a eu des interventions en live de par d'autres followers. La venue de Gabi, c'était 100% fortuit, donc on n'a rien préparé à l'avance, hein, je tiens à le préciser. Donc merci à toi, Gabi, de nous avoir rejoints. Merci à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis. En tout cas, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Je vous donne rendez-vous d'ici peut-être quelques semaines ou quelques mois et on aura peut-être la chance de pouvoir rediscuter des projets. Peut-être qu'il y aura des choses qui auront évolué, etc., etc. Et peut-être que Gabi, l'année prochaine, aura non pas 13 courses, mais aura peut-être 15, 20 courses au total. On fera peut-être un double programme. Hein. Qu'est-ce que on n'en sait rien. C'est tout le mal que je te souhaite, en tout cas, Gabi. Continue comme ça, c'est super. Et en tout cas, merci à vous tous. Et j'espère, en tout cas, qu'on sera vite sorti de cette situation compliquée, la crise sanitaire qui, malheureusement, redouble d'intensité. Et donc, soyez sains et saufs, protégez-vous. Et je vous souhaite en tout cas d'emblée de bonnes fêtes de fin d'année, hein, parce qu'on y est prêt, on est proche, on y est bientôt. Et donc, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que du positif et profitez de la vie un maximum en tout cas.